Christian Ladger, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mon Bébé TV, la chaîne des futurs et jeunes parents. Christian Ladger, vous êtes responsable recherche et développement en nutrition chez Blédina, donc en nutrition infantile, chez Blédina. Et vous venez donc à ce titre nous présenter le fameux petit pot Blédina et répondre à quelques-unes de nos questions. Je vais vous demander en quelques mots de nous présenter l'entreprise Blédina, ses savoir-faire, son expérience. Blédina, c'est une entreprise qui a pratiquement un siècle, qui a commencé sur, au départ, des céréales infantiles. Donc c'était la notion de bouillie, c'était la blédine en fait. La blédine, c'est exactement ça. Donc c'était des céréales qui servaient à alimenter les enfants au début de ce siècle, et puis après les différentes guerres, malheureusement, qu'il y a eu. Et de là est partie cette notion d'aliment infantile. Et on a développé le concept. Donc au départ c'était céréalier, et puis on est arrivé sur des notions beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus larges, que sont aujourd'hui les petits pots, donc avec des fruits, des légumes, etc. C'est pas que les petits pots d'ailleurs. Il n'y a pas que les petits pots, effectivement. Aujourd'hui on a des nouvelles technologies, il y a les petites assiettes de type Pédichef. Donc c'est une histoire qui est relativement ancienne. On est toujours resté dans cette diététique infantile, cette nutrition infantile. C'est très bien parce qu'on a pu acquérir aussi beaucoup de savoir-faire, ce qui est important pour la qualité des produits. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui, en gros, a deux volets extrêmement importants, qui est d'une part tout ce qui est lait infantile, donc les laits sur les premiers mois de la vie, avec des marques de type Pédilait ou Galia, et puis tous les produits de diversification alimentaire, donc là de 4 mois à 18, 3 ans. Voilà. Deux gammes et un très très large spectre. Un très très large spectre, pratiquement, j'allais dire, 250 références, donc ça veut dire presque 150 formules différentes et variées. Et donc le fameux petit pot, il existe depuis quand le petit pot? Le petit pot a en gros une cinquantaine d'années, donc il a une cinquantaine d'années, donc effectivement 50 ans c'est en gros ce qu'on disait, trois générations de personnes, 3 générations de mamans qui ont utilisé le petit pot, donc beaucoup de référents vis-à-vis de ce produit, beaucoup d'attentes, beaucoup de confiance en un produit comme ça, et un produit qui évolue au fil du temps dans la qualité de conception, dans la qualité sécuritaire. C'est un produit qui suit bien les mamans là, depuis effectivement 50 ans. Vous avez vendu combien de milliards de petits pots que vous avez alimentés, vous avez suivi combien de bébés? C'est très difficile à dire. En gros, on vend à peu près 1 million de petits pots par mois. Donc par jour, on va 1 million de petits pots par jour. Donc vous voyez ce que ça fait sur chaque maman, toute maman connaît le petit pot et connaît le fameux pop maintenant. Oui. Le fameux pop à l'ouverture. Le fameux pop, voilà. Le pop, en fait, c'est un gage de sécurité, c'est le gage de sécurité final que l'on peut offrir à la maman. C'est-à-dire qu'on se sert bien sûr de la vue de la maman qui va voir si le petit pot a été abîmé ou pas. Mais en plus de ça, on se sert de ce pop où on va donner une garantie, c'est-à-dire qu'en plus, la maman est habituée à ce pop, c'est facile, à l'oreille, elle peut entendre, même si elle fait autre chose, même si elle ne regarde pas, si elle parle avec sa voisine, sa copine, elle entend ce pop et quelque part, elle enregistre que le produit est bon. Et nous, toute notre communication porte aussi sur le fait que sans le pop, pas de sécurité. S'il y a un moindre doute sur le pop, si le pop n'est pas sûr ou si vous n'avez pas entendu, il faut surtout jeter le produit et à ce moment-là, bien sûr, on s'engage à vous le remplacer. Mais surtout, c'est aujourd'hui une sécurité que j'allais dire active. Aujourd'hui, c'est plutôt passif, la sécurité, on ne la voit pas. Là, on est sur une sécurité active que l'on confie aussi à la fin à la maman. Alors en termes de sécurité, c'est un volet, l'attention à la sécurité est un volet de la fabrication du petit pot. Vous pouvez nous expliquer comment c'est fabriqué un petit pot, comment c'est conçu? Oui, avec grand plaisir. Effectivement, un petit pot, tout d'abord, il faut imaginer qu'un petit pot, c'est plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que derrière un petit pot, on va retrouver bien sûr le produit que l'on connaît, mais la maman, qu'est-ce qu'elle voit au départ? C'est un emballage. C'est exactement ce que l'on vient de dire. C'est d'abord un emballage. Donc il y a toute une participation à la sécurité sur cet emballage, à déterminer quel est le meilleur emballage, quelle est la meilleure équation.
Et aussi, ensuite, bien sûr, le produit, c'est-à-dire au départ, les matières premières. Ce qui est important, c'est de travailler avec des matières premières qui correspondent d'une part aux besoins nutritionnels de l'enfant, qui correspondent à ce qu'attend l'enfant en termes de consommation. Et donc, ça veut dire mettre en place très tôt, avec tout simplement des contrats de culture, avec des agriculteurs, etc., des mises en place de sécurité sur les traitements, etc. Déjà, avec l'agriculteur. Avec l'agriculteur, c'est indispensable d'avoir un cahier des charges sur comment il va traiter, à quelle période il va traiter, etc., de façon à pouvoir garantir à la fin une matière première qui soit la meilleure possible, la plus utilisable possible, parce que à la rigueur, rien ne nous sert à nous d'avoir des matières premières qui soient belles, etc., mais qui soient archi-traitées, parce que de toute façon, nous n'allons pas les acheter. Donc l'agriculteur ne les vend pas et nous, on n'a pas de quoi fabriquer nos petits pots. Donc on voit bien que c'est une dualité, c'est vraiment un contact très proche avec l'agriculteur pour pouvoir avoir des matières premières qui correspondent à ce que l'on veut. Dès la source. Dès la source. Et donc après, c'est tout ce qui est élaboration du petit pot. Donc bien sûr, il y a un contrôle très strict à la source, c'est-à-dire que, pour prendre un exemple, un camion qui arrive dans une usine Blédina ne décharge pas son chargement tant qu'on n'a pas fait une analyse sur le chargement en termes de pesticides ou de nitrates, par exemple, dans le cas de petits pots, je pense à la carotte. Donc ça veut dire dès le départ une analyse quantitative des produits que l'on ne veut pas retrouver. Et ensuite, au cours de la fabrication du petit pot, il y a toute une chaîne de qualité qui se met en place avec des analyses au fur et à mesure de l'avancement de la fabrication du petit pot. Et enfin, sur le produit fini, il y a deux types d'analyses extrêmement importantes. C'est tout d'abord l'analyse, ce que l'on disait, plus nutritionnelle sur le produit, etc. Et puis une analyse organoleptique et microbiologique. Oui, organoleptique. C'est-à-dire que à la fin de la fabrication, le petit pot est bien sûr goûté pour voir, parce qu'on peut avoir une matière première qui a un goût qui ne présente aucun danger, mais qui a un goût qui ne correspond pas à ce que l'on veut fabriquer, et donc on est obligé de l'éliminer. Donc il y a bien sûr une recherche organoleptique qui est faite à la fin, et puis bien sûr une analyse microbiologique là, qui est importante sur la sécurité, bien sûr. Et la qualité produit alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la qualité Alors, la qualité produit, aujourd'hui, on fonctionne, il faut savoir que le petit pot a une législation extrêmement particulière. Quand je dis le petit pot, c'est tous les aliments diversifiés de l'enfance. Tout ce qui est en fait nutrition. Tout ce qui est nutrition infantile a une législation à la fois française et européenne, et ça depuis très longtemps, très stricte, avec des règles qui s'appliquent qu'à elle. Donc ça veut dire que l'application de ces règles s'applique à des produits infantiles, ne s'applique pas forcément à des produits de grande consommation. Et parmi ces contraintes, il y a la notion de conservateur, donc ça veut dire que dedans on va avoir zéro conservateur, zéro colorant. Donc c'est des choses qui vont garantir, même si la maman ne le voit pas, le législateur permet de garantir ça dès le départ. Donc c'est une garantie qualité qui est de toute façon obligatoire pour l'élaboration de ce type de produit. Vous parlez de carottes tout à l'heure, zéro nitrate. Donc. Voilà, ce qu'on veut par exemple pour les carottes, c'est éviter des contaminations avec des nitrates de façon importante. Donc par exemple pour les carottes, ce que je vous disais, avant qu'un camion décharge dans une usine son pack de carottes, on a une analyse systématique dans le camion de nitrates. Déjà. Et si la norme que l'on s'est fixée est dépassée, le camion est systématiquement et le chargement est renvoyé sans qu'on l'utilise, donc ça veut dire sans même qu'on le mette sur notre ligne pour pas qu'il affecte notre ligne, qu'il ne pollue notre ligne. Et puisqu'on parle des constituants, là il est impossible de ne pas parler de la viande. Oui. De la viande, donc on sait que dans les petits pots Blédina, ou dans les petits pots en général, on retrouve du veau, du bœuf. Donc quelles sont les garanties en fait en termes de sécurité concernant la viande? Alors, pour avoir une garantie optimale, il faut de toute façon en premier être à l'écoute. C'est être à l'écoute, et en particulier donc être à l'écoute par exemple des scientifiques qui, dès les années 85-87, ont fait ressortir, pour parler de la viande et pour parler par exemple du risque de vache folle, on fait ressortir
un risque sur cette maladie qui pouvait de toute façon être éventuellement transmissible à l'homme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Face à ça, en premier, en fonction des informations que l'on recueillait très en amont, au niveau de la recherche, on a en premier éliminé, donc ça fait plus de 10 ans, on a éliminé tout ce qui était abat des petits pots, c'est-à-dire cervelle, foie, etc., qui avait été mis là de façon intentionnelle, c'est-à-dire que parce que nutritionnellement, apporter du foie par exemple à un enfant, c'était quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que ça lui apportait des oligo-éléments, des minéraux qui étaient intéressants pour sa croissance. Donc très tôt, en fait, on a éliminé tous les produits qui étaient à risque là-dessus. Il y a 10 ans déjà. Il y a 10 ans déjà, il y a plus de 10 ans qui n'existe plus chez Blédina de petits pots contenant des abats. À titre, c'est une initiative de Blédina ou bien c'est dans un contexte législatif? Alors, au départ, c'était pas dans un contexte législatif, c'était une initiative donc de Blédina en disant je ne peux pas prendre de risque vis-à-vis de la nutrition des jeunes enfants. Donc, ça a été quelque chose qui a été décidé là par la marque en disant je ne veux pas avoir un risque quelconque, donc je retire ce type de produit de mes matières premières. Donc ça, c'était en 90. Très tôt ensuite, derrière, autour des années 92, il a été montré que le muscle, par exemple, de la viande n'était jamais atteint. Donc on s'est orienté vers uniquement du muscle de viande, avec des parties extrêmement précises de l'animal sur lesquelles jamais il n'avait été montré, par exemple, de contamination. Donc on est revenu sur des choses extrêmement factuelles, très précises, ce qui nous a permis de prendre ça. Et en plus de ça, pour doubler, j'allais dire, la sécurité, on a mis en place toute une filière, donc en amont, avec des producteurs, sur des jeunes bovins français. C'est-à-dire qu'on prenait non plus des vaches de réforme ou autres, mais des jeunes bovins, donc sur lesquels il n'avait jamais été montré la moindre infection. Donc ça veut dire travailler toujours très en amont, et quand le problème, j'allais dire, sort au niveau de la grande consommation, dans la plupart des cas, tout a été traité avec pratiquement 5 à 10 ans d'avance sur des produits de diététique infantile. D'accord, donc il n'y a pas de raison objective. Non, aucune. Lorsqu'on est jeune parent ou parent tout simplement, de s'alarmer, parce que c'est vrai quand même que les images qu'on peut voir sont alarmistes, les images qu'on peut voir dans les médias, mais en ce qui concerne l'alimentation infantile, qui a un cadre donc législatif extrêmement strict, sachant cela, il n'y a aucune raison objective quand on est jeune parent donc de s'alarmer quant au contenu en fait de ces pots. Notre objectif est clairement d'offrir quelque chose qui soit le plus sécuritaire possible, meilleur possible. Donc aujourd'hui, par exemple, il n'est pas question de supprimer la viande de l'alimentation d'un enfant. Ça serait vraiment dommage et de toute façon, on a du mal à la remplacer sur un aspect protéique, par exemple, Donc nutritionnellement, c'est indispensable. Donc à nous et aux législateurs de mettre en place les choses. Donc comme vous disiez, le législateur le fait, et puis nous aussi, on va pour beaucoup de fois, on va même au-delà de la législation, c'est-à-dire qu'on est encore plus strict. On a des règles internes beaucoup plus strictes que la législation. Par exemple, la législation sur la viande ne spécifiait pas tout ça. On l'a mis, par exemple, ce que je vous disais, prendre une filière française uniquement de viande, parce qu'on savait que des pays comme la Grande-Bretagne étaient atteints. Donc ça, c'était absolument pas dans la législation, c'était dans notre charte, notre qualité. Et on parlait là, on évoquait donc l'apport nutritif, protéinique notamment, irremplaçable de la viande. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire en fait en termes de comment on garantit l'apport nutritionnel chez un bébé? Alors, l'apport nutritionnel chez un bébé, c'est quand même une part majeure effectivement de notre partie développement d'un pot. C'est-à-dire qu'on va retrouver, et on veut retrouver au travers d'un pot, un apport nutritionnel qui corresponde le plus parfaitement possible, j'allais dire qu'il soit le plus adapté à l'âge du bébé. C'est une question d'âge aussi. Tout à fait. Par exemple, on a des pots ici marqués 4 mois, marqués 6 mois. Clairement, ces pots,
ne vont pas avoir le même contenu, d'une part en termes de texture, donc on va s'adresser à des textures extrêmement fluides quand on va être à 4 mois, un petit peu plus mouliné quand on va être à 6 mois, donc on ne va pas avoir la même texture parce que pas la même acceptation. Et c'est important aussi sur l'aspect nutritionnel, la texture, parce qu'un petit pot, s'il n'est pas consommé, il n'a aucune valeur nutritionnelle. Vous êtes d'accord? Donc avant tout, il faut aussi que le petit pot soit consommé, donc il faut une texture qui soit adaptée. Donc, et à côté de ça, on va avoir dedans une garantie vitaminique, ou bien dans la formulation, toute une spécificité de la formule qui va faire qu'on va pouvoir garantir des apports en protéines, on le citait, mais aussi en matières grasses. C'est extrêmement important pour le développement, notamment cérébral de l'enfant. Il y a besoin d'avoir des quantités d'acides gras essentiels, par exemple, importantes à ce niveau-là. Et puis des quantités de sucre, donc tout ce qui est céréales ou autres sucres plus rapides, là pour amener de l'énergie à l'enfant. Donc ça, c'est systématiquement pris en compte à tous les âges, et j'allais dire sur chaque petit pot. Que ce soit un petit pot fruits, ou que ce soit un petit pot légumes, ou que ce soit un petit pot légumes-viande, la valeur nutritionnelle est calculée et portée sur l'étiquetage. Et on fait en sorte, par exemple, de ne pas rajouter des quantités de sucre importantes dans nos pots. C'est pour ça que souvent on va trouver un petit pot pas très acceptable pour un goût adulte, parce qu'on ne rajoute pas de sucre, parce que l'enfant n'en a pas besoin à ce moment-là. Il ne faut rien rajouter un petit pot. Sur un petit pot, il ne faut rien rajouter. Aujourd'hui, le petit pot aujourd'hui tel qu'il est élaboré est fait pour être consommé en l'état. D'accord? Donc, quand vous dites qu'il ne faut rien rajouter, on pense souvent au sel, parce que quand on est parent, la noix de beurre, ou la noix de beurre qui en fait ne sert à rien, puisque nous, de toute façon, vous voyez, on a ici un artichaut de Bretagne. Dedans, on a rajouté des acides gras, donc on a rajouté de la matière grasse végétale très spécifique pour les besoins de l'enfant. Excusez-moi, je reviens, je n'avais pas remarqué. Artichaut de Bretagne. C'est vrai que vous parliez de filière en matière animale. Et oui. L'origine, vous voyez, l'origine ici. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très attendu aussi par la maman, parce que elle a besoin d'être rassurée et de savoir d'où viennent ces artichauts que l'on met dans un petit pot, que vous voyez. On met artichaut de Bretagne, puisqu'on a une filière d'approvisionnement spécifique en Bretagne sur les artichauts. Parce que originellement, ils étaient capables de faire des artichauts. C'était des gens qui avaient une bonne connaissance de cette matière première, qui pouvaient aussi, et ça c'est un point important, qui pouvaient aussi être capables de fournir des abricots avec les cahiers des charges dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire sans pesticides, sans engrais, avec des traitements très spécifiques sur ce que l'on recherche. Les artichauts, les abricots, la pomme, et je crois aussi... on avait vu, je crois. On a abricots de la Méditerranée. Ah voilà, les haricots verts de Corrèze. Haricots verts de Corrèze. D'accord. Donc on essaie d'avoir des approvisionnements, parce que c'est une demande aussi de la maman. La maman a besoin, ce que je vous disais, d'être rassurée et de savoir d'où viennent en fait, dans ce cas-là, haricots verts de la Corrèze. Donc la Corrèze, on est au centre de la France et on a un approvisionnement spécifique de haricots verts avec les normes que l'on veut. Donc quelque part, pour la maman et pour nous, c'est une garantie de qualité et de sécurité vis-à-vis de ce que l'on veut proposer. Et de goût? L'artichaut de Bretagne, c'est un point extrêmement important et ça, il faut le souligner ici pour faire plaisir à notre chef, puisqu'on a un chef cuisinier qui développe toutes ces recettes. Je vois là, restaurant chez maman, aujourd'hui, restaurant chez maman, donc il y a un chef, c'est maman. Il y a effectivement un chef, et c'est pour ça qu'on développe des produits qui s'appellent Lady Chef aujourd'hui. Donc il y a un chef qui élabore ces recettes, parce qu'avant tout, l'intérêt aussi de la diversification de l'enfant, c'est de lui amener des nouvelles saveurs, de l'amener à connaître de nouveaux goûts, et plus ses goûts seront justes, et plus certainement il recherchera plus tard en fait ses goûts justes et ses peines saveurs. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Donc comment on fait? Tout simplement on fait des demandes auprès de notre cuisinier en disant dans ce cas-là, je voudrais que tu développes un gratin dauphinois. Alors un gratin dauphinois pour les tout petits, et donc il a travaillé en prenant en compte effectivement l'aspect texture, l'aspect goût que peut accepter un enfant sur une base, donc sur un gratin dauphinois. Donc le chef, il a une culture gratin dauphinois adulte, j'allais dire, et il a essayé de le transcrire auprès de l'enfant. Donc c'est une garantie de qualité, puisque de toute façon, aujourd'hui, le goût est primordial sur ce type de produit. Alors c'est vrai que là, l'artichaut, il a un vrai goût d'artichaut, c'est très bon. C'est souvent ce que l'on retrouve. Par contre, je voudrais dire que quand je goûte un petit plat
un petit pot avec, je sais pas, avec plusieurs saveurs, etc. Moi je trouve ça un petit peu fade. Oui, alors un petit peu fade, c'est de toute façon la réflexion que fait un adulte quand il va goûter un petit pot salé, tout simplement parce qu'il n'est pas salé, ou il est très peu salé. Et donc vous avez... Et c'est une vraie volonté, oui. Si vous voulez, aujourd'hui, il ne faut pas proposer des choses extrêmement salées aux enfants parce qu'ils ne peuvent pas avoir une capacité d'élimination de sodium extrêmement importante. Donc il est important d'amener la juste dose de sel. La juste dose de sel, c'est-à-dire la dose de sel qui lui permette de trouver un goût que ce soit agréable, qui corresponde aussi à ses besoins, mais qui aussi touche la maman, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la maman derrière, parce qu'elle va le trouver peu salé, ressale, parce que là on a toute la perte et tout le travail nutritionnel qui a été fait sur le goût, et c'est dommage. Donc aujourd'hui, on essaie d'avoir cet équilibre entre la quantité que l'on doit amener de sel qui correspond aux besoins de l'enfant, et puis le goût salé qu'attend aussi la maman et qu'attend aussi l'enfant. Non mais l'alimentation infantile, ce sont des produits spécifiques pour les bébés, et donc il est normal aussi quelque part que le goût en fait ne satisfasse pas l'adulte. Tout à fait. Et ce que vous avez dit tout à l'heure en disant on a un vrai goût d'artichaut, c'est exactement ce que l'on retrouve, c'est que de ce fait on a une saveur pure. Voilà. Je vais goûter le dessert, pomme tatin. La pomme tatin. Vous goûtez avec moi? Ça, c'est sur des aspects plus gourmands. Donc là, l'idée étant de développer une recette. Mais bon, c'est très bonne. Une recette. Ça, c'est du sucré, ça devrait nous faire davantage. Qui rappelle un goût mixte. En fait, là, on a quelque chose qui est très doux. Ce que l'on voulait, c'est ne pas offrir une pomme qui a mené un peu d'acidité et d'amener l'aspect donc pomme tatin. Mais on ne retrouve pas forcément le goût de la pomme tatin que nous on a en tête. On a les bonnes légèrement caramélisées. Voilà, on a un goût caramélisé qu'amène la cuisson. Donc là, c'est tout le savoir-faire, j'allais dire, d'un chef, de proposer quelque chose qui soit adapté à l'enfant, qui ait un goût qui soit le plus juste possible, le plus fin possible, pour ensuite développer l'aspect gustatif et faire consommer plaisir. Le plaisir, tout à fait. Écoutez, oui. Une belle conclusion, de toute façon. Oui, je crois que c'est aujourd'hui, si le produit existe, c'est que derrière il y a toute cette notion, ce que l'on disait, de qualité et de plaisir. Sans ça, le produit, je pense, aurait disparu depuis longtemps. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter sur cette notion de plaisir de manger. Petite précision quant au prix public, sinon conseillé, du moins constaté. Alors je crois que pour un petit plat, c'est dans il faut compter à peu près 7 francs, c'est ça? Oui, à peu près. On va varier suivant les différences de prix varient suivant les grammages, puisqu'on est sur des grammages différents. Ils ont entre 4 et 7 francs, on est autour des produits actuellement vendus. Ces produits sont... 4 francs pour le dessert, 7 francs pour le plat. À peu près. Ça nous fait un plat globalement à 800 francs. Un repas, oui. Un repas complet. Oui, peut-être un peu moins suivant les lieux d'achat et les modes de distribution. Puisqu'on trouve donc les petits pots Blédina partout, de la petite épicerie. Tout à fait, on trouve les pots jusqu'à la grande surface. Voilà, on en trouve également dans la pharmacie, avec un rôle de proximité pour dépanner aussi la maman ou avoir un conseil sur de la part du pharmacien. Mais aujourd'hui, c'est la grande distribution et puis aussi l'épicerie. Était-il utile de le préciser? Voilà. Eh bien, nous recevions aujourd'hui Blédina, en la personne de Christian Ladger, donc responsable recherche et développement en nutrition chez Blédina, donc qui est venu nous présenter les petits pots, le petit pot sur lequel vous savez tout presque désormais. Christian Ladger, je vous remercie. Merci. Et je vous dis au revoir. Au revoir.